On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Luc, c'était sûr. C'était sûr qu'on allait regarder à la loupe peut-être tout ce qui allait se passer du côté de M. Biden hier. C'était un énorme test. Il y avait une grosse conférence de presse, pas de filet, pas de petits trous sur son vélo. Mais c'est même pas rendu là. Il a fait la plus grosse gaffe qu'il pouvait avant de se rendre à la conférence de presse hier. Ça se peut pas. Présenter Volodymyr Zelensky sous le nom de Vladimir Poutine, ça s'invente pas. Écoute, on le réécoute pour se faire plaisir, Luc, avant de parler. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. Ouais, il va battre Poutine. Je me suis trompé. Ça répète une petite bourde il y a quelques années, mais là, c'est rendu grave. Ben écoute, ça résume bien tout le problème auquel est confronté Joe Biden actuellement. D'abord, il faut rappeler que cette bourde-là ou ce lapsus-là, il est survenu avant la conférence de presse et que Joe Biden et son entourage ont dû, on n'a pas donné d'explication, mais repousser le début de la conférence de presse. Ce qui fait que ça a laissé, plutôt que de prendre la parole à 17h30, comme c'était prévu à l'origine, on a entendu Joe Biden passer 19h. Là, je ne me rappelle pas de l'heure exacte, mais c'est 1h30 pendant laquelle que font les invités sur les plateaux de télévision pour remplir cette période de temps? Bien, on discute de l'état de santé de Joe Biden, on discute des chicanes, des tensions, de la division du Parti démocrate, et on repasse ça en boucle continuellement. Que Joe Biden a des problèmes sérieux ou pas, le problème en est un de perception. C'est qu'à partir du moment où il confond Poutine avec Zelensky et qu'au tout début de la conférence de presse, il dit qu'il a choisi Donald Trump comme vice-président, cette fois-là, le lapsus ou l'erreur, la confusion, il ne l'a pas corrigé. C'est véritablement le supplice de la goutte. Il y a des gagnants de l'opération d'hier, clairement. Ce sont les républicains. C'est Donald Trump, le grand gagnant de cette sortie-là, parce qu'on a très peu parlé de lui hier, mais en même temps, les républicains et Donald Trump veulent Joe Biden parce qu'ils veulent continuer à le dépeindre comme ce que de plus en plus de médias font. Quelqu'un qui n'est plus à la hauteur. On peut lui faire des déclarations d'amour chez les démocrates. On peut dire qu'il a été un héros. On peut dire qu'il a gagné en 2020. Mais tout le monde en arrive à la conclusion, en tout cas chez les opposants de Joe Biden au sein du Parti démocrate, on en arrive tous à la conclusion que pour des raisons qui semblent assez évidentes, il n'est plus l'homme de la situation. Donc, les coups doubles pour les républicains. Division, grogne, manœuvre de coulisses chez les démocrates, Joe Biden qui persiste et signe. Écoute, moi, je suis Donald Trump ou un stratège républicain, je me réjouis de ça. Et c'est tout le problème des démocrates pour les prochaines semaines. Écoute, hier, c'est comme, il y a le Tour de France en même temps, là, c'est une course à étapes. Disons que Joe Biden a survécu hier. Hein, il a échappé à ce qu'on appelle la lanterne à la fin, là, le dernier coureur qui est exclu s'il est hors délai. Il est arrivé dans les temps hier. Mais on recommence aujourd'hui, on recommence lundi à NBC où il va s'asseoir en tête-à-tête avec Lester Holt. Et chaque fois, à quoi on portait attention hier, je pense, on n'a pas de statistiques là-dessus, là, mais à quoi on portait attention hier chez les chroniqueurs, les analystes, les journalistes et les gens, les électeurs, on écoutait moins ce qu'ils disaient que quand est-ce qu'il va l'échapper? Quel est le bout où il va être confus? Quand est-ce qu'il va... Et ça, juste ça, que Joe Biden soit malade ou diminué ou pas, juste ça, c'est un handicap si Joe Biden continue à s'accrocher, et c'est ce qu'il a fait hier. Juste ça, c'est un handicap sévère jusqu'à l'élection. Et on revient là-dessus. Les jeux sont presque faits. On ne s'attend pas à de très, très grands mouvements dans l'électorat. Sauf peut-être, puis je pense qu'on s'accroche à ça pour rien chez certains démocrates, sauf si Michelle Obama entrait dans la course, on ne sait pas ce que ça donnerait si elle le faisait vraiment, mais il y a qu'elle dans les sondages qui permet là, un gain majeur. Sinon, pour tous les autres, on se bat pour des fractions de vote, quelques points de pourcentage. Joe Biden est encore dans le coup, on soupèse les risques, mais écoute,
Moi, je préférais nettement, mais c'est un, un choix bien personnel et à distance, on n'a aucune espèce d'influence. Je préférais nettement qu'il se retire et qu'on ait une forme d'enthousiasme. Les démocrates doivent susciter de Ouais. l'intérêt, de l'enthousiasme, et c'est ça qui va faire que nos électeurs vont se déplacer et qu'on parvient peut-être à convaincre, parce que c'est deux choses très importantes, hein. Faut que nos partisans aillent voter. Ça va se jouer beaucoup sur le taux de participation et sur la mobilisation. Puis ensuite, on revient toujours là. C'est les indépendants, les indécis, ceux qui le sont encore, sont pas nombreux, mais il nous les faut. Euh, Si Joe Biden reste là, la donne ne change pas. Alors, Ouais. est-ce qu'on va vers quelque chose qui est plus risqué, mais où on pourrait avoir comme bonus à la clé une plus grande mobilisation et quelques gains? Ouais, Écoute, hier sur le contenu, là, soyons honnêtes, Joe Biden a eu une très très grande expérience en politique étrangère. C'est pour ça que Barack Obama est allé le chercher comme candidat à la vice-présidence. Hier, il a été de ce côté-là, il a été bon. Il nous a donné un cours d'intérêt stratégique sur la scène internationale, mais ces fameux lapsus reviennent le hanter régulièrement et ça détourne l'attention. On oublie le contenu, puis on se concentre sur la forme, et peut-être que dans la forme, il y a un problème. Mais donc, on traîne ça continuellement. ouais, moi je comprends pas, puis je vois pas comment il peut rester, Luc. Sérieusement, tu C'est très sais, difficile. la tendance est en piqué, là. L'avion plonge, là. Il faut inverser la Ouais. tendance, puis c'est pas en répétant les mêmes messages, puis en essayant d'être pas trop pire chaque fois qu'il fait une sortie média qui va pouvoir rester, puis qui va pouvoir redresser la Tu situation. Moi, peux, tu peux ralentir la chute, mais tu descends quand même. ben c'est ça, puis ça prend un changement C'est de un peu. momentum. Moi, je suis un électeur démocrate, je suis n'importe qui dans le parti, un employé du parti, un représentant, un sénateur. Je suis fâché, là. Je regarde ça puis je D'ailleurs, fais, ça se écoute, peut pas qu'on fasse ça. Faut qu'il change la dynamique. Moi, je veux dire, puis là, c'est une question de temps, là, Luc. La prochaine semaine, elle va être ouais. cruciale. Écoute, tout de suite après, on parle pas là, on n'est pas 2 jours plus tard ou une semaine plus tard. Dans la soirée d'hier, on annonçait que d'autres représentants demandent à Joe Biden de partir. C'est pas des noms très très connus, ce ne sont pas des poids lourds, mais c'est des alliés de moins. Et là, le nombre commence à être, on a passé le cap de la vingtaine. Ce qu'on rapporte aussi hier soir, ce qu'on rapportait hier soir et ce qu'on rapporte ce matin, il y a des proches de Bill Clinton et Barack Obama. Ce sont des joueurs qui comprennent très bien à quel point il faut des coalitions, il faut des alliances, qu'on ne doit pas se chicaner en famille, appelons ça comme ça. Et ce qu'ils font, c'est des manœuvres de coulisses, le clan Clinton et le clan Obama, pour dire voici la suite des choses et comment on peut tasser Joe Biden. Pendant que le président parlait hier, ces gens-là font des sondages, on teste des tickets, des équipes. Si Kamala Harris est là, avec qui doit-on la mettre? Hein, quel est le duo le plus vendeur pour nous? On demande des sondages sur la performance de Joe Biden. Donc, tout ce qu'on fait très souvent candidat à la présidence, ce sur quoi on s'acharnerait, parce que l'adversaire est Donald Trump, on le fait à notre propre président. Donc, c'est pour ça que j'ai Joe Biden a acheté un peu de temps, probablement hier, mais il n'a pas calmé le jeu, et même si la chute est moins vertigineuse, il chute quand même. Je vois difficilement, moi aussi, comment il peut s'accrocher, mais comment fait-on pour convaincre quelqu'un qui et c'est pas le propre de Joe Biden. Il faut avoir une sacrée carapace et un ego solide pour arriver à ce niveau-là en politique américaine. Comment on fait pour convaincre quelqu'un qui a gagné après avoir surmonté de mauvais pronostics, après avoir surmonté des épreuves? Comment fait-on pour convaincre ce gars-là que ce qu'il a dit hier, il n'est plus capable de le faire? Il a dit, je suis capable de battre Donald Trump et je suis le meilleur candidat pour diriger les États-Unis. Il a réussi beaucoup de choses, mine de rien, dans sa très longue carrière, Joe Biden. Ben oui. Comment vous faites pour le convaincre que là, il ne peut pas répéter ça? Lui est convaincu qu'il l'a fait auparavant et qu'il va parvenir à le faire encore. Et vous voulez pas le buter littéralement hors du parti, hein, ou le buter hors du... Le buter, ce serait autre chose. Le buter, donc, hors du parti. Vous voulez, autant pour le bien du parti que Joe Biden, faire ça de manière élégante, noble, respectueuse. Vous voulez pas montrer les dissensions à la face des électeurs. Vous avez donc besoin de la coopération de Joe Biden. Mais Ben hier, oui. donc,
Grand gagnant de l'opération d'hier, les républicains. Les républicains veulent faire campagne contre Joe Biden. Et hier, ben, ils disent, OK, on vient de gagner encore un peu de temps. Il est encore là, Joe. Oui, puis on va regarder ça dans quelques instants du côté des républicains, mais je tenais à dire, tu parles du retrait de Joe Biden. Excellente chronique du collègue Mario Dumont, qui même du côté de ses vacances a écrit là, une chronique là-dessus en parlant des médecins de Joe Biden, en disant là, les gars, tu sais, trouvez une bonne raison de santé, là. Monsieur Biden, finalement, vous savez, je suis pas top, je me retire. Tu sais, ça passerait peut-être mieux que bien d'autres excuses. En tout cas, à lire ça aussi entre les pages du journal. Ou une manière élégante de quitter, c'est pour Joe Biden, disons, dans la prochaine semaine, de dire, peu importe à quel point je suis convaincu, je vois que les troupes sont divisées. Pour le bien du pays, pour le bien des troupes démocrates, il faut vaincre Donald Trump et j'accepte, mais ça demande une humilité. Puis il y a même un côté humiliant à ça. Donc, j'ai bien aimé moi aussi le texte de Mario ce matin. Sauf que ces médecins ont dit, puis écoute, ils ont dit ça devant des journalistes, que tout allait bien pour le président à répétition. Faudrait que le mal dont il souffre soit soudain. Ben voilà. Oui, absolument. Sinon, on envoie le message, Alexandre, non seulement qu'on manque de transparence, ce qui est le cas. Ça fait au moins 2 ans que je dis qu'on manque de transparence dans l'équipe de Joe Biden pour plein de choses. Pas que pour sa santé, d'ailleurs. Mais est-ce que vous allez reconnaître que vous avez menti aux Américains en lui trouvant soudainement une maladie qui n'était pas là avant, hein? Elle est apparue. Écoute, dans les 2 dernières semaines, quel hasard. Donc, miracle. Absolument. Écoute, on parlait des républicains, puis pendant que tout ça se passe, là, Donald Trump, lui, est actif, puis il rencontre même des dirigeants de pays ailleurs qui peuvent lui être sympathiques. C'est le cas de celui qui dirige en Hongrie, Viktor Orban. Écoute, quand on fait ça, c'est déjà un bras d'honneur au président en fonction. Donc, quand un chef d'État se déplace pour aller voir celui ça n'existe pas aux États-Unis, mais celui qui est le chef de l'opposition, c'est déjà un pied de nez qu'on fait au gouvernement ou aux dirigeants qui est en place. Donc, il y a déjà un accroc sérieux, mais ce n'est pas n'importe quel dirigeant. C'est celui qui a appliqué une bonne partie du livre dont on croit que Donald Trump va appliquer de grands pans. Donc, si on parle d'un meneur qui est dans un régime dit démocratique, mais qui a tout fait pour devenir un meneur autoritaire, l'exemple dont on bénéficie actuellement en Occident, c'est Viktor Orban. Si on parle de limiter la presse, si on parle d'orienter les tribunaux, si on pense de jouer avec la Constitution, si on pense à un meneur, comme on en a parlé cette semaine, dans le fameux projet 2025 qui contrôle l'appareil d'État, ben Viktor Orban est en avance au moment où on se parle sur Donald Trump. C'est là où ça devient, c'est comme doublement choquant. On ignore le président légitime et de l'autre côté, Donald Trump reçoit un type qui fait exactement ce qu'on prête comme intention aux républicains et à Donald Trump. Et on n'en a presque pas parlé. Autre chose à ajouter, on en met ce matin, il revient d'une rencontre avec Vladimir Poutine, Viktor Orban. Donc, alors que la plupart des dirigeants occidentaux disent, pour le moment, ça sert à rien de parler à Poutine. On va attendre qu'il nous parle quand il va avoir quelque chose à offrir, mais on frappe un mur quand on veut parler avec Vladimir Poutine. C'est d'ailleurs ce que Joe Biden a dit hier pendant sa conférence de presse. Il a dit, j'ai essayé de parler à Poutine, puis j'exclus pas de lui parler encore, mais au moment où je vous parle, il n'y a rien à offrir. Il veut rien entendre, puis il n'y a pas vraiment de solution de compromis. Donc, je ne parle pas à Poutine. Attendons de voir si lui a quelque chose à offrir. Viktor Orban, lui, revient directement d'une rencontre avec Vladimir Poutine et il s'en va voir Donald Trump. Essaye d'imaginer la situation inverse. Donald Trump est président des États-Unis et je sais pas, mais tiens, mettons quelqu'un avec qui on s'entend mieux. Emmanuel Macron s'en va voir Joe Biden au Delaware. Tu penses que les républicains réagiraient comment? Et là, en plus, je pense, et avec raison. Donc, qu'on ne parle presque pas de cette rencontre-là, bouder le président en exercice, on vient de parler à Poutine, on s'en va voir, entre guillemets, le chef de l'opposition, et ce chef de l'opposition a un plan de match qui ressemble beaucoup à ce que Viktor Orban applique chez lui. On sait aussi que les proches d'Orban et de Trump sont en contact depuis longtemps. Steve Bannon, qui est derrière les barreaux, c'était un émissaire de cette espèce de droite là, radicale, intransigeante, limite extrême droite.
le simple fait de dire que Bannon est derrière les barreaux, c'était une deuxième condamnation en passant pour Ouais. Bannon. Moi, si je suis un Américain, là, je suis pas rassuré par ça. Le contexte a évolué. Il y a des choses dont on parlait pas avant aux États-Unis qui étaient inacceptables, qui sont devenues tolérables. Mais ce lien direct avec la Russie, par des intermédiaires aussi peu fiables que Steve Bannon, c'est pour ça que c'est important que de l'autre côté, les démocrates bougent et bougent vite. Le problème, bien sûr, c'est toujours cette complicité qu'on souhaite de Joe Biden. Mais ça fait partie des enjeux cruciaux qu'on a et ça se passe presque sans couverture médiatique. Ah, c'est fou, là, ça bouge tellement vite du côté des États-Unis, puis on dirait que c'est... L'élection arrive, puis on est à quelques mois de tout ça, puis soudainement, pow, ça pète dans la face de tout le monde que la situation est insoutenable, que le candidat, c'est pas le bon finalement, qu'il faut se remettre à la planche à dessin, mais comme tellement vite, c'est une situation tellement hors du commun, c'est tellement extraordinaire. Puis le pire... Et on fait bien de critiquer l'entourage de Joe Biden, parce que, tu sais, il y a déjà aux élections de mi-mandat, la plupart des gens disaient qu'il devrait partir là. Et on a caché, dissimulé ou développé la complicité avec Joe Biden au point où on se retrouve pratiquement dans un cul-de-sac. Et on le voyait venir, ça. Je pensais pas que ça allait être aussi radical et aussi terrible que ça, mais j'ai jamais pensé que Joe Biden était apte à faire 2 mandats et que c'était même souhaitable dans son cas. Donc, il y a aussi, on n'a pas le temps de faire ça beaucoup en période de crise, hein, mais il faut se regarder dans le miroir chez les démocrates. Oui, absolument. Donc, si Joe Biden reste, ou même s'il y a une défaite massive et tout, là, ça va être aux démocrates la faute quelque part. Là. C'est eux qui vont vraiment avoir échappé le ballon fort là, au travers de cette histoire-là. Puis dans tous les cas, comme je l'ai dit souvent cette semaine ensemble, Luc, il y a un côté un peu sadique à observer tout ça. Là. Nous qui ne sommes pas aux États-Unis, on n'est pas les Américains. Mais pour l'histoire, hein, Luc, je pense que comme historien, je pense que tu dois le constater, le premier débat qu'il y a eu, c'est un moment charnière, c'est peut-être un moment charnière dans l'histoire américaine au complet. Là. On n'abuse pas de l'étiquette moment historique, dans la mesure tout ce qui est du passé et de l'histoire. Mais quand on parle de date dont on va se souvenir, de moments, de contexte, ce débat-là, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire américaine. En tout cas, pas depuis qu'on est en mesure de filmer ou de photographier des débats. C'est effectivement un moment charnière. Luc La Liberté, c'est toujours intéressant. On suit tout ça dès le prochain épisode. Merci. Bonne fin de semaine.